Les mines de Falun, conte suédois d'Hoffmann. Traduit par Émile de la Bédolière, par 1/5. Par un beau jour de juillet, resplendissant des feux du soleil, une foule nombreuse couvrait les quais de Göteborg. Un riche vaisseau marchand de la Compagnie des Indes orientales, revenant de son lointain voyage, après une heureuse traversée, avait jeté l'ancre dans le port de Klippa et laissait joyeusement flotter dans l'azur des cieux ses longues banderoles et son pavillon suédois. Cependant, des centaines de barques, de nacelles et de canots surchargées de marins qui poussaient des cris d'allégresse fendaient les ondes claires et argentées de la Götajöf, et les canons du fort de Mastugetoy envoyaient à la mer le tonnerre de leur salut retentissant. Messieurs de la Compagnie des Indes se promenaient sur le quai et calculaient, la figure radieuse, les riches bénéfices qui leur revenaient. Leur cœur s'épanouissait en voyant que leur entreprise, hasardeuse, se consolidait d'année en année, et qu'un commerce étendu rendait de plus en plus florissante la bonne ville de Göteborg. Chacun regardait avec plaisir ces braves négociants et partageait leur ivresse, car leur gain apportait dans la cité une sève et une vigueur nouvelles, et en augmentait le mouvement et l'activité. L'équipage du vaisseau, fort de près de 150 hommes, débarquait dans une multitude de chaloupes expressément consacrées à ce service, et s'apprêtait à célébrer son Uensning. Ainsi s'appelle la fête donnée en pareille occasion pour tout l'équipage, et qui dure souvent plusieurs journées. Des musiciens, vêtus chacun d'un costume différent, bizarrement accoutrés, ouvraient la marche au son des violons, des flûtes, des hautbois et des tambours, qu'ils battaient violemment, pendant que d'autres entonnaient toutes sortes de joyeuses chansons. Les matelots suivaient deux à deux. Les uns, ayant leurs vestes et leurs chapeaux chamarrés de rubans de diverses couleurs, agitaient en l'air des banderoles, d'autres dansaient, tous faisaient au loin retentir les airs d'éclatants cris de joie. Ainsi le cortège alla des quais au faubourg, jusqu'à celui de Haga, où l'on se proposait de faire bombance dans un Göteborgard. Là coula par torrent la meilleure bière, et l'on vida bumper sur bumper, comme il arrive toujours quand des marins reviennent de longs voyages. Nombre de jolies fillettes se joignirent à ceux-ci. La duce commença, la gaieté générale s'accrut par degrés, les clameurs devinrent plus folles et plus sauvages. Un seul marin, beau jeune homme, à la taille élevée, qui comptait 20 ans à peine, s'était secrètement éloigné de cette scène de tumulte et s'était assis sur un banc, près de la porte de l'auberge. Quelques matelots s'approchèrent de lui, et l'un d'eux s'écria en riant à gorge déployée. « Élise Fouillebaum! Élise Fouillebaum! Es-tu donc retombé dans ta folle mélancolie? Perds-tu encore ton temps à de sottes pensées? Écoute, Élise, si tu ne prends point part à notre Uensning, tu feras mieux de quitter tout à fait le service. Au reste, tu ne seras jamais un bon marin. Tu as du courage, c'est vrai, tu es brave dans les dangers, mais tu ne peux pas boire. Et tu aimes mieux garder tes ducats dans ta poche que de les jeter à ces rats de terre qui nous hébergent. Bois, gaillard que tu es, ou le diable marin, Niken, et tout le troll se jetteront sur toi. » Élise Fouillebaum se leva aussitôt, jeta sur le matelot des yeux étincelants, prit la coupe remplie d'eau-de-vie jusqu'au bord, et la vida d'un seul trait. « Tu vois, Jones, dit-il ensuite, que je puis boire comme un de vos vaillants ivrognes, et le capitaine décidera si je suis un bon marin. Mais maintenant, mets un frein à ta méchante langue, et file ton nœud. Votre délire sauvage me répugne. Ce que je fais ici ne vous regarde point. »« Hé !» répliqua Jones, « tu es néricien de naissance, et les nériciens sont tristes et mélancoliques. Attends un peu, Élise. Je vais t'envoyer quelqu'un qui te fera lever de ce banc ensorcelé sur lequel Niken t'a placé. » Bientôt après, une jeune fille belle et parée sortit du Göteborgard
et s'assit auprès du sombre Élise qui, redevenu silencieux, absorbé dans ses réflexions, venait de se rasseoir sur son banc. À la parure, à toutes les manières de cette jeune fille, on voyait que malheureusement, elle s'était sacrifiée à la débauche. Mais une vie de désordre n'avait pas encore exercé son pouvoir destructeur sur les traits doux et divinement beaux de sa figure. Ce n'était point une repoussante effronterie, c'était une mélancolie profonde qu'exprimaient les regards de ses yeux noirs. « Élise, dit-elle, vous ne voulez donc prendre aucune part à la joie de vos camarades? N'avez-vous donc aucun plaisir d'être revenu chez vous, d'avoir échappé aux dangers menaçants des vagues trompeuses et de fouler de nouveau le sol de votre patrie? » La jeune fille prononça ces paroles doucement et à voix basse, en entourant le jeune homme de ses bras. Élise Frohbaum sembla sortir d'un rêve profond. Il regarda les yeux de la jeune fille, lui prit la main et la serra contre sa poitrine. On voyait bien que cette douce voix s'était insinuée dans son cœur. « Hélas, dit-il enfin après avoir recueilli ses pensées, je ne saurais jamais participer à la joie bruyante de mes camarades. » « Entre, mon enfant, chante et réjouis-toi avec les autres, si tu peux, mais laisse seul ici le triste et morne Élise. Il gâterait tous tes plaisirs. » « Mais attends, tu me plais beaucoup, et il faut que tu te souviennes quand je serai retourné en mer. » À ces mots, il prit dans sa poche 2 ducats brillants, tira de son sein un foulard des Indes et donna le tout à la jeune fille. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle se leva, posa les ducats sur le banc et lui dit « Ah, gardez vos ducats, ils ne servent qu'à m'attrister davantage. Mais je porterai ce beau foulard en souvenir de vous. Et l'année prochaine, vous ne me trouverez plus ici quand vous viendrez tenir votre Ronsning à Hega. » Et la jeune fille, se cachant la figure dans ses mains, ne retourna plus dans l'auberge, mais elle suivit la rue et s'en alla d'un autre côté. Élise Frohbaum se replongea dans ses sombres rêveries. Les cris de joie qui partaient de la taverne devinrent plus violents. « Ah, que ne suis-je enseveli au fond de la mer ?» s'écria Élise, car dans cette vie il n'y a pas d'être avec lequel je puisse me réjouir. Une voix dure et sourde murmura derrière lui. « Il faut que vous ayez éprouvé beaucoup de malheur, jeune homme, puisque dès à présent, à un âge où vous devriez seulement commencer à vivre, vous souhaitez la mort. » Élise retourna et aperçut un vieux mineur qui, les bras croisés, s'appuyait contre les planches qui entouraient l'auberge et qui le regardait d'un œil profondément perçant. À mesure qu'Élise contemplait l'inconnu, il lui semblait qu'au sein de la profonde et sauvage solitude dans laquelle il se croyait perdu, une figure connue s'avançait amicalement vers lui pour le consoler. Il se remit et raconta au nouveau venu que son père avait été un brave marin, mais qu'il avait péri dans un naufrage, où lui, son fils, avaient été sauvés comme par miracle. Ses 2 frères, devenus soldats, étaient morts sur le champ de bataille, et lui seul avait entretenu sa mère, délaissée, avec la riche paye qu'il avait reçue après chaque voyage aux Indes. Destiné dès sa naissance à la marine, il avait bien été forcé d'y rester, et il s'était estimé très heureux d'entrer au service de la Compagnie des Indes. Cette fois, les bénéfices avaient été plus considérables que jamais, et chaque matelot, outre sa paye, avait encore reçu une forte récompense, de sorte que, le gousset rempli de ducats, il s'était précipité joyeusement vers la petite cabane que sa mère avait habitée. Mais des figures inconnues l'avaient regardé par la fenêtre, et une jeune femme, après lui avoir enfin ouvert la porte, lui avait appris d'un ton sec et maussade que sa mère était morte depuis déjà 3 mois, et qu'il pouvait aller recueillir à la maison de ville le peu de haillons qui y était resté après le paiement des frais d'enterrement. La mort de sa mère lui déchirait le cœur. Il se sentait abandonné du monde entier, seul, et comme jeté par la tempête sur un roc isolé. Toute sa carrière maritime lui semblait manquer et sans but. Il pensait que sa mère, peut-être mal soignée par des étrangers, avait dû mourir sans consolation.
Il lui paraissait horrible et impie d'être allé sur mer, et de n'être pas plutôt resté chez lui pour nourrir et assister sa pauvre mère. Il dit en finissant que ses camarades l'avaient conduit de vive force au Uhensning, et qu'il avait cru que les liqueurs fortes amortiraient sa douleur. Mais au contraire, il éprouvait maintenant un sentiment pénible. Il lui semblait que toutes les veines de sa poitrine s'étaient rompues, et qu'il allait perdre tout son sang. « Hé !» dit le vieux mineur. « Tu retournes bientôt en mer, Élise, et alors ta douleur sera promptement passée. Les vieilles gens meurent, ainsi va le monde, et ta mère, comme tu l'avoues toi-même, n'a fait que quitter une vie de misère et de privation. »« Ah !» répliqua Alice, « voilà justement ce qui me désole. Personne ne croit à ma douleur, et l'on va même jusqu'à m'appeler fou et imbécile. Je ne retournerai plus en mer. Oui, autrefois, mon cœur s'épanouissait lorsque le vaisseau, déployant ses voiles comme des ailes magnifiques, voguait sur l'océan, que les ondes bruissaient et s'agitaient avec une joyeuse harmonie, et que le vent sifflait à travers le cordage qui craquait. Alors je poussais sur le pont des cris de joie avec mes camarades, et puis, si j'étais de quart, par une nuit tranquille et sombre, je pensais au retour, et à ma bonne vieille mère, et au plaisir qu'elle aurait de revoir son Élise. Oh ! Alors je pouvais gaiement assister au Uhensning, après avoir versé mes ducats sur les genoux de ma mère, et lui avoir donné de beaux foulards, et autres marchandises du pays lointain. Ses yeux resplendissaient de bonheur. Elle joignit ses mains au-dessus de sa tête, toute remplie de plaisir et de joie. Elle trottait à petits pas pour apporter à son Élise une bouteille de la meilleure ale qu'elle avait réservée pour moi. Et quand, le soir, j'étais assis près d'elle, je lui décrivis les hommes étranges que j'avais vus, leurs mœurs et coutumes, et tout ce qui m'était arrivé d'extraordinaire pendant la longue traversée. Elle écoutait ces récits avec plaisir, et me parlait à son tour des aventures merveilleuses de mon père du côté du pôle Nord. Elle me répétait maintes effrayantes traditions maritimes que j'avais entendu conter 100 fois, et que pourtant je ne pouvais me lasser d'entendre. Ah, qui me rendra ces plaisirs? Non, jamais je ne retournerai sur mer. Que ferais-je parmi mes camarades, qui se moqueraient de moi? Et comment prendre goût à un travail qui me semblerait vain et inutile? Je vous entends parler avec plaisir, jeune homme, dit le vieillard, quand Élise eut achevé. J'ai déjà observé pendant plusieurs heures votre conduite, sans que vous m'ayez aperçu. Toutes vos actions, toutes vos paroles prouvent que vous avez une âme naïve, pieuse et réfléchie, et le ciel n'aurait pu vous accorder un plus beau don. Mais jamais vous n'avez rien valu pour être marin. Comment la vie sauvage et agitée qu'on mène sur mer pourrait-elle convenir à un mélancolique enfant de la Nérissie? Car je vois au trait de votre figure, à votre maintien, que vous êtes de cette province. Vous faites bien de quitter, une fois pour toutes, ce genre de vie. Mais vous ne voudrez pas rester les bras croisés. Suivez mon conseil. Élise Froibom, allez à Faalun et faites-vous mineur. Vous êtes jeune et vigoureux, vous serez bientôt certainement garçon mineur, puis travailleur, maître mineur, et ainsi de suite. Vous avez de bons ducats dans la poche, vous les placerez, vous gagnerez encore, et parviendrez peut-être à posséder un man ou portion de mine. Suivez mon conseil, Élise Froibom, faites-vous mineur. Élise Froibom fut presque effrayée des paroles du vieillard. « Comment » s'écria-t-il. « Que me conseillez-vous? J'irai quitter cette terre belle et libre, ce beau ciel serein et plein de soleil qui m'entoure, me ranime et me recrée. Je descendrai dans cet affreux gouffre infernal et, semblable à une taupe, j'y fouillerai la terre en cherchant des métaux pour un misérable gain. »« Voilà bien les hommes !» s'écria le vieillard en colère. « Ils méprisent ce qu'ils ne peuvent connaître. Un misérable gain. Comme si tous les tourments cruels qu'on se donne sous la superficie de la terre, tels que ceux qu'engendre le commerce, étaient plus nobles que le travail du mineur, dont l'application assidue met à découvert les trésors les plus secrets de la nature. Tu parles de gain misérable,
Élise Feuillebaum! Hé! Peut-être s'agit-il de quelque chose de plus grand. La taupe fouille la terre par un instinct aveugle, mais il est possible que dans les plus profonds abîmes, à la faible lueur des lampes du mineur, l'œil de l'homme se fortifie, qu'enfin même sa vue, dont les facultés augmentent incessamment, puisse reconnaître dans les gangues merveilleuses le reflet de ce qui est caché là-haut, au-dessus des nuages. Tu ne sais rien de l'exploitation des mines. Élise Feuillebaum, je vais t'en parler. À ces mots, le vieillard s'assit sur le banc auprès d'Élise et commença à lui dire longuement comment les métaux s'extrayaient des mines. Il s'efforça d'expliquer tout avec clarté, de tout embellir des plus vives couleurs aux yeux du nouvel initié. Il parla des mines de Falun, dans lesquelles, disait-il, il avait travaillé depuis sa plus tendre jeunesse. Il décrivit la grande galerie avec ses flancs d'un brun noirâtre. Il dit les richesses immenses de la mine en gangue de la plus belle espèce. En discourant, il s'échauffa par degrés, son regard devint plus étincelant. Il parcourait les puits comme les allées d'un jardin enchanté. Les pierres s'animaient, les fossiles se mouvaient, le merveilleux pyrosmalite, l'almandine rayonnait à la lueur des flambeaux des mineurs. Les cristaux des montagnes brillaient d'une admirable splendeur. Élise écouta attentivement la manière singulière dont le vieillard parlait des merveilles souterraines, comme s'il se fût trouvé au milieu d'elles, s'empara de tout son être. Il sentit sa poitrine oppressée. Il lui semblait avoir déjà été avec le vieillard dans la profondeur des mines, et y être retenu par un charme puissant qui le forçait à dire un éternel adieu à la douce lumière du jour. D'un autre côté, on lui dit que le vieux mineur lui avait ouvert un nouveau monde inconnu dont il faisait en quelque sorte partie, et que tous les prestiges de ce monde lui avaient été déjà révélés dès sa plus tendre enfance par des pressentiments mystérieux. « Je vous ai, dit enfin le vieillard, montré toute la magnificence d'un état pour lequel la nature semble vous avoir destiné. Maintenant consultez-vous vous-même et faites ensuite ce que votre sens intérieur vous ordonnera. » À ces mots, le vieux mineur se leva vivement et partit sans saluer Élise, et même sans se retourner vers lui. Bientôt il disparut à ses regards. Pendant ce temps, tout était devenu tranquille dans la taverne. La force de l'aile et de l'eau-de-vie avait triomphé. Quelques-uns des matelots étaient partis furtivement avec leur maîtresse. D'autres étaient couchés dans les coins et ronflaient. Élise, qui ne pouvait pas retourner dans son domicile habituel, demanda et obtint une petite chambre à coucher. À peine, fatigué et brisé comme il était, se fut-il étendu sur sa couchette que le songe agita sur lui ses ailes. Il lui semblait voguer à pleine voile dans un beau vaisseau sur la mer poli comme un miroir. Au-dessus de lui s'arrondissait un ciel couvert de nuages sombres. Mais quand il regarda dans les eaux, il reconnut bientôt que ce qu'il avait pris pour la mer était une masse compacte, diaphane, étincelante, dans les rayons de laquelle le vaisseau s'abîma miraculeusement. Il se trouva donc sur un plancher de cristal, et vit au-dessus de sa tête une voûte de gangue noire et brillante. Ce qu'il avait pris pour le ciel nuageux était une gangue immense. Poussé par une force inconnue, il s'avança, mais en ce moment tout tourna autour de lui, et, comme des vagues onduleuses, surgirent de merveilleuses plantes de métal étincelant qui, du fond des gouffres les plus impénétrables, élevaient leurs fleurs et leurs feuilles et les entrelaçaient en groupes charmants. Le sol sur lequel elles reposaient était si transparent qu'Élise pouvait apercevoir distinctement leurs racines. Mais bientôt, son regard pénétrant toujours plus avant, il aperçut tout en bas de belles vierges sans nombre, qui formaient une chaîne de leurs bras blancs enlacés. C'était de leur cœur que sortaient ces racines, ces fleurs et ces plantes, et, quand ces vierges souriaient, une douce mélodie remplissait la voûte, et les merveilleuses fleurs de métal s'élançaient joyeusement à une plus grande hauteur. Un sentiment indéfinissable de douleur et de volupté saisit le jeune homme. Un monde d'amour, de désir profond et ardent s'ouvrit dans son âme. « En bas, vers vous !» s'écria-t-il, et il se jeta
les bras étendus sur le sol. Le sol céda, et Élise se sentit nager comme dans un éther radieux. « Eh bien, Élise Fröbom, comment te trouves-tu au milieu de ces splendeurs ?» Ainsi cria une voix tonnante. Élise aperçut près de lui le vieux mineur, mais plus il le regardait, plus le vieillard prenait des forces colossales, et il finit par devenir un géant de métal fondu. Élise n'était pas sans crainte, mais à l'instant, une lueur soudaine, sortie du gouffre comme un éclair, lui montra la figure grave d'une femme puissante. Élise sentit la joie de son cœur se changer progressivement en angoisse terrible. Le vieillard l'avait pris dans ses bras et s'écriait « Prends garde à toi! Élise Fröbom! C'est la reine! Il t'est encore permis de tourner tes regards en haut. » Involontairement, il redressa la tête et vit que les étoiles du ciel de la nuit étincelaient à travers une crevasse de la voûte. Une voix douce, qui exprimait la désolation, l'appela par son nom. C'était la voix de sa mère. Il crut reconnaître sa figure en haut auprès de l'ouverture, mais il se trompait. C'était une belle jeune femme qui lui tendait la main tout en bas sous la voûte, en l'appelant par son nom. « Porte-moi en haut !» cria-t-il au vieux mineur. « J'appartiens au monde supérieur et à son beau ciel. »« Prends garde à toi, Fröbom !» dit le vieillard d'une voix lugubre. « Reste fidèle à la reine à laquelle tu as voué ton âme. » Pendant que le jeune homme regardait en bas, dans la figure immobile de la puissante femme, il sentit que son être se confondait avec la gangue resplendissante. Il se sentit en proie à une anxiété sans nom, et se réveilla de ce rêve mystérieux, dont les délices et les horreurs résonnaient profondément dans son âme. Après s'être remis non sans peine, Élise se dit à lui-même « Il n'en pouvait être autrement. Il fallait bien que je rêvasse toutes sortes de choses extraordinaires. » Le vieux mineur m'en a tant débité sur les magnificences du monde souterrain que j'en ai la tête toute remplie, et jamais de ma vie je n'ai rien senti de pareil. Mon rêve continuerait-il? Mais non, non, je ne suis que malade. Le grand air, la fraîche brise de la mer me guériront. Il se leva et courut au port de Klippa, où les joies du Hohenschning reprenaient leur cours. Mais bientôt il s'aperçut que toute cette joie ne le touchait point, qu'il ne pouvait s'arrêter à aucune pensée, et que des pressentiments, des désirs indicibles, se croisaient dans son âme. Il pensa avec une profonde douleur à sa mère, puis il lui semblait qu'il désirait rencontrer un jour la jeune fille qu'il avait apostrophée si amicalement dans son rêve. Puis il craignait que, quand même, il la rencontrerait dans telle et telle rue, ce ne fût que sous une apparence féminine dont le vieux mineur avait, sans savoir trop pourquoi, une secrète horreur. Et pourtant, il aurait voulu l'entendre encore parler des merveilles des mines. Agité par toutes ces pensées qui se pressaient et se heurtaient en lui, il regardait couler l'eau. Alors il lui semblait que les ondes argentées se consolidaient en mica étincelant, dans lequel les grands et beaux vaisseaux venaient se confondre, et que les sombres nuages qui se montraient en ce moment au ciel serein s'abaissaient et se condensaient en voûtes de pierre. Il était rendu à son rêve, et il revoyait la figure sérieuse de la femme puissante, et l'agitation tumultueuse du désir le plus vif s'empara de nouveau de lui. Ses camarades le tirèrent de ses rêveries, ils le forcèrent à le suivre, mais à cette heure, il croyait entendre sans cesse une voix qui lui chuchotait à l'oreille. « Que veux-tu faire encore ici? Va-t'en, va dans les mines de Falun, c'est là que tu trouveras ta patrie. Là tu trouveras toute cette magnificence que tu as vue dans tes rêves. Va, va à Falun. » Abonne-toi, like, partage, commente,